Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, on est le 4 octobre. C'est la journée mondiale des animaux. Et cette année, il se passe quelque chose de très spécial. Nous condamnons l'ensemble des pratiques qui supposent de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises. Dans la mesure où elle implique des violences et des dommages non nécessaires, nous déclarons que l'exploitation animale est injuste et moralement indéfendable. Les mots que je viens de vous lire sont ceux de la Déclaration de Montréal sur l'exploitation animale, qui est lancée aujourd'hui 4 octobre. Pour en savoir plus, j'ai appelé Martin Gibert, chercheur en éthique et co-rédacteur de la Déclaration, que j'avais par ailleurs déjà reçu dans le podcast lors des épisodes 7 et 8. Bonjour Martin Gibert. Bonjour. Alors je vous ai déjà reçu dans Comme un poisson dans l'eau, mais aujourd'hui je vous ai recontacté parce qu'il y a une actualité brûlante dans laquelle vous êtes impliqué et je voulais en savoir plus. Et cette actualité, c'est la publication de la Déclaration de Montréal sur l'exploitation animale. Alors Martin Gibert, très simplement pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette Déclaration de Montréal ? Alors c'est un texte relativement court qui a été signé par plus de 400 chercheurs et chercheuses en éthique et en philosophie morale et politique, et qui prennent acte du fait que les animaux, en tout cas certains animaux étant sentients, il y a des conséquences morales à ça, et la conséquence morale principale, en tout cas celle sur laquelle on met l'accent, c'est qu'il faudrait viser la fin de l'exploitation animale. Donc c'est une déclaration de philosophes pour condamner l'exploitation animale. D'accord. Alors je suis curieux de savoir qui est à l'origine de cette initiative et qui en sont les rédacteurs, rédactrices. Alors, on peut dire que ça émane du centre de recherche en éthique à Montréal et du groupe de recherche en éthique environnementale et animale, en tout cas des chercheurs et des chercheuses qui sont connectés à ça, en particulier Valérie Giroux, François Jacquet et moi-même. C'est un peu nous qui avons été les rédacteurs de la déclaration, mais c'est sûr qu'on a échangé avec beaucoup de collègues à Montréal et puis ailleurs dans le monde. Elle est en anglais et en français. D'accord, oui, il faut préciser, c'est vraiment international, mondial. Oui. C'est des chercheurs en éthique de partout dans le monde qui ont signé cette déclaration. Ouais, c'est ça. Et là, on est à 400. Évidemment, ça reste ouvert. Donc, on espère qu'il y a d'autres chercheurs qui n'avaient pas entendu parler de la déclaration qui vont nous rejoindre et la signer également, quoi. Voici le texte de la déclaration, lu par Margot Métayer, coordinatrice de la Déclaration de Montréal. Nous sommes des chercheurs et des chercheuses en philosophie morale et politique. Nos travaux s'inscrivent dans des traditions philosophiques diverses et nous sommes rarement tous du même avis. Nous nous accordons toutefois quant à la nécessité de transformer en profondeur nos relations avec les autres animaux. Nous condamnons l'ensemble des pratiques qui supposent de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises. Dans la mesure où elle implique des violences et des dommages non nécessaires, nous déclarons que l'exploitation animale est injuste et moralement indéfendable. En éthologie et en neurobiologie, il est bien établi que les mammifères, les oiseaux, les poissons et de nombreux invertébrés sont sentients, c'est-à-dire capables de ressentir du plaisir, de la douleur et des émotions. Ces animaux sont des sujets conscients. Ils ont leur propre point de vue sur le monde qui les entoure. Il s'ensuit qu'ils ont des intérêts. Nos comportements affectent leur bien-être et sont susceptibles de leur faire du bien ou du mal. Lorsque nous blessons un chien ou un cochon, lorsque nous maintenons en captivité un poulet ou un saumon,
lorsque nous tuons un veau pour sa chair ou un vison pour sa peau, nous contrevenons gravement à ses intérêts les plus fondamentaux. Pourtant, tous ces dommages pourraient être évités. Il est évidemment possible de s'abstenir de porter du cuir, d'assister à des corridas et des rodéos, ou de montrer aux enfants des lions enfermés dans des parcs zoologiques. La plupart d'entre nous pouvons d'ores et déjà nous passer d'aliments d'origine animale tout en restant en bonne santé, et le développement futur d'une économie végane rendra cela plus facile encore. D'un point de vue politique et institutionnel, il est possible de cesser de voir les animaux comme de simples ressources à notre disposition. Le fait que ces individus ne soient pas membres de l'espèce Homo sapiens n'y change rien. S'il semble naturel de penser que les intérêts des animaux comptent moins que les intérêts comparables des êtres humains, cette intuition spéciste ne résiste pas à un examen attentif. Toute chose égale par ailleurs, l'appartenance à un groupe biologique, qu'il soit délimité par l'espèce, la couleur de peau ou le sexe, ne peut justifier des inégalités de considération ou de traitement. Il existe des différences entre les êtres humains et les autres animaux, tout comme il en existe entre les individus au sein des espèces. Certaines capacités cognitives sophistiquées donnent certes lieu à des intérêts particuliers, qui peuvent à leur tour justifier des traitements particuliers. Mais les capacités d'un individu à composer des symphonies, à faire des calculs mathématiques avancés, ou à se projeter dans un avenir lointain, aussi admirables soient-elles, n'affectent pas la considération due à son intérêt à ressentir du plaisir et à ne pas souffrir. Les intérêts des plus intelligents parmi nous n'importent pas davantage que les intérêts équivalents de ceux qui le sont moins. Soutenir l'inverse reviendrait à hiérarchiser les individus en fonction d'une faculté n'ayant aucune pertinence morale. Une telle attitude capacitiste serait moralement indéfendable. Il est en somme difficile d'échapper à cette conclusion. Parce que l'exploitation animale nuit aux animaux sans nécessité, elle est foncièrement injuste. Il est donc essentiel d'œuvrer à sa disparition, en visant notamment la fermeture des abattoirs, l'interdiction de la pêche et le développement d'une agriculture végétale. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Un tel projet ne sera pas réalisé à court terme. Il requiert en particulier de renoncer à des habitudes spécistes bien ancrées et de transformer en profondeur certaines de nos institutions. La fin de l'exploitation animale nous apparaît toutefois comme l'unique horizon collectif, à la fois réaliste et juste pour les non-humains. Et cette déclaration, elle fait écho à une autre déclaration qui a été rédigée et annoncée il y a 10 ans maintenant, en 2012. C'est la déclaration de Cambridge, c'est bien ça? Exactement, c'est un peu l'idée. Moi, comme enseignant, comme prof d'éthique, là, j'utilisais très souvent la déclaration de Cambridge. Alors c'est quoi cette déclaration de Cambridge? Vous arrivez à expliquer un petit peu? Oui, c'est une déclaration faite par des neurologues, des éthologues pour dire les êtres humains ne sont pas les seuls à être conscients. Énormément d'animaux non humains le sont, en particulier les mammifères, les oiseaux, les poissons. Et donc, puisque ces animaux sont sentients, ils sont capables de ressentir du plaisir, de la douleur. Mais la déclaration de Cambridge, elle disait pas plus que ça. Elle constatait le fait du consensus scientifique sur la conscience chez les animaux non humains. La déclaration de Montréal, 10 ans après, elle dit si on part de ce constat-là, il y a des conséquences morales, parce que si un être est sentient, ça veut dire qu'il a des intérêts, minimalement l'intérêt à ne pas ressentir la douleur, éventuellement l'intérêt à ressentir du plaisir. Et un être qui a des intérêts, on doit en tenir compte moralement. Et alors, pourquoi la notion on a centré ça autour de la notion d'exploitation? Parce que c'est malheureusement la condition de beaucoup d'animaux qui sont exploités, c'est-à-dire qui sont
leurs intérêts à eux sont niés. On n'en tient pas compte, on tient uniquement compte des intérêts de ceux qui les exploitent et qui ont un intérêt éventuellement, par exemple, économique à les exploiter. Mais nous, en se focalisant sur les intérêts des animaux, on dit du point de vue moral, on devrait tenir compte de ces intérêts. Exploiter un individu, qu'il soit humain ou non humain, c'est le considérer comme un simple moyen au service de ses fins. Et quand on sait que les animaux sont des marchandises, puisqu'on peut les acheter et les vendre, clairement, quand on achète et quand on vend un animal sentient, on ne respecte pas ses intérêts et on est en train de faire quelque chose qui est moralement condamnable. Donc c'est cette ligne d'argument qui est très philosophique. Là, on ne parle pas d'enjeux d'environnement, d'enjeux de santé ou je ne sais quoi. On reste sur une ligne de chercheurs en éthique qu'on a essayé de mettre de l'avant. Évidemment, on parle aussi de spécisme, parce que cette exploitation animale, elle est étroitement connectée avec l'idéologie générale spéciste qui fait qu'on ne voit pas qu'il y a un problème, on ne voit pas qu'il y a une discrimination. Ton podcast aussi montre bien au fur et à mesure des épisodes. Est-ce que du coup, de même que la déclaration de Cambridge avait pour but de signifier au grand public que ça y est, il y a un consensus scientifique sur le fait que de nombreux autres animaux que les humains sont sentients, est-ce que là c'est bon, on peut maintenant dire qu'il y a un consensus en éthique pour dire que le spécisme est injustifiable et qu'il faut mettre fin à l'exploitation animale ? Alors, c'est probablement plus difficile d'avoir un consensus en éthique, parce que ce serait un consensus sur quelle est la bonne chose à faire, qu'un consensus en neurosciences qui est un consensus sur qu'est-ce qui est le cas. Mais en tout cas, chez les spécialistes, chez les experts en éthique animale, oui, c'est sinon un consensus, du moins c'est la position la plus courante de dire que on ne peut pas exploiter un être sentient sans nécessité, quoi. Il y a un vrai problème dans notre manière d'exploiter les animaux sentients. Mais ça, effectivement, il y a un peu la même volonté de signaler l'état des connaissances. Qu'est-ce que pensent les chercheurs et les chercheuses qui travaillent là-dessus en 2022 et effectivement, il y a un décalage entre ce qu'ils pensent et puis ce que vont penser le grand public, ce que véhiculent les médias. Voilà, lorsque les médias parlent d'animaux, lorsque les médias parlent d'exploitation, ils sont loin des principes assez radicaux, en un sens, des philosophes. Ouais. Ils condamnent l'exploitation, tout en sachant que l'exploitation, elle est là, puis elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais disons que l'horizon éthiquement défendable, selon les signataires, c'est la fin de l'exploitation. Donc concrètement, c'est fermeture des abattoirs, c'est arrêt de la pêche, de la chasse, de tout ce dont malheureusement les animaux sont victimes, quoi. Ouais, en effet. Alors du coup, je m'interroge sur les effets qu'on peut attendre ou espérer de cette déclaration et aussi à qui elle est adressée en fait. Alors elle est adressée à quiconque se pose la question qu'est-ce que les philosophes pensent de l'exploitation animale. Puis ça peut faire beaucoup de monde. Donc il n'y a pas un public en particulier, c'est pour le grand public. Après, moi, comme prof, par exemple, c'est sûr que j'ai très envie de la faire lire à des étudiants. Puis je pense que des étudiants, des lycéens, des cégepiens au Québec auraient beaucoup à gagner à la lire, puis à la discuter, éventuellement à chercher à la critiquer. Mais c'est un texte relativement court, donc ça peut vraiment faire un bel atelier lecture-discussion avec un WinProf de philo pour guider ça. Ça s'adresse aussi à nos collègues qui sont pas forcément collègues philosophes, nos collègues universitaires, intello, qui sont pas forcément au courant des arguments précis, parce que c'est ce qu'on propose, c'est aussi une petite argumentation, quoi. En particulier, on écarte un contre-argument qu'on entend parfois qui serait lié à l'intelligence. Donc, si on exploite les animaux, c'est pas parce que ce sont des animaux, c'est parce qu'ils sont moins intelligents, puis ça en montre que c'est pas défendable du tout. Là,
le niveau d'intelligence d'un individu n'est pas un critère moralement pertinent pour le discriminer. Donc voilà, on s'adresse à qui veut réfléchir à notre rapport aux animaux, puis veut connaître tout simplement le consensus relatif des chercheurs en éthique et en philopolitique. Ouais. Et puis j'imagine, mais vous l'avez dit, les médias aussi, pour les inciter à s'emparer du sujet déjà, juste à traiter la question de l'exploitation animale et du spécisme, voire à l'intégrer, on peut espérer, on peut rêver, dans leur ligne éditoriale comme le sujet important et négligé qu'il est. Tout à fait, oui, non, c'est sûr, quand on connaît bien le sujet, c'est un peu triste et fatigant de voir que c'est vraiment maltraité, les arguments sont mal compris, on confond le vivant, on confond avec la sentience, on confond le bien-être avec les droits fondamentaux, des choses comme ça. Donc là, au moins, on a un document sur lequel on peut s'appuyer pour savoir ce que pensent au moins 400 experts. Oui, puis voilà, au moins les médias, ils auront un exemple de c'est quoi un argument propre autour de l'exploitation animale, signé par plein de monde. Donc, ils vont pouvoir s'y référer, un peu comme ça a été le cas avec la déclaration de Cambridge, qui a été une marque comme ça, historique, importante. Donc, on va voir, mais on peut espérer que ce soit une nouvelle étape dans la reconnaissance des intérêts des autres animaux et d'un progrès moral vers une fin de l'exploitation animale. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter, Martin Gibert, sur cette déclaration ? Oui, peut-être qu'il y a une volonté aussi avec cette déclaration de dire que l'éthique, puisque c'est une déclaration qui part de principes éthiques, devrait davantage être au cœur des projets politiques. Donc c'est aussi un plaidoyer pour qu'il y ait plus de réflexion éthique en politique et que nos institutions soient davantage formées par ou respectent davantage des principes éthiques. Donc c'est aussi une déclaration pour qu'il y ait plus d'éthique en général dans le monde, d'une certaine façon. D'accord, et bravo, vraiment bravo pour cette initiative et on espère qu'elle portera ses fruits. Et merci du coup Martin Gibert d'être repassé dans Comme un poisson dans l'eau. Merci beaucoup Victor pour cette petite entrevue. Voilà, j'espère que vous l'avez compris, c'est un moment important que l'on vit. Un pas de plus dans l'affirmation que le spécisme est injustifiable, que l'exploitation animale doit cesser. Ce que vous pouvez faire à votre échelle pour renforcer cette déclaration de Montréal, c'est de la partager massivement sur les réseaux, d'interpeller les journalistes sur son existence et de renvoyer vers elle quand quelqu'un cherche à défendre des pratiques ou des institutions spécistes. On se retrouve très vite pour la 2e saison de Comme un poisson dans l'eau. J'ai très hâte. Bisous les poissons.